Bien, Madame la Ministre, cher Axel Lemaire, Madame l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier, Madame l'Ambassadeur, de nous offrir l'hospitalité de ces lieux pour cette rencontre avec les représentants de la communauté française présents à Londres et au Royaume-Uni. C'est pour moi un très grand honneur de pouvoir passer ce moment avec vous au terme d'une journée qui a été consacrée beaucoup aux relations bilatérales entre nos deux pays, qui a été consacrée bien entendu aussi dans l'échange, l'entretien que j'ai pu avoir avec la Première ministre Theresa May à l'ensemble des questions internationales et européennes qui sont à l'agenda des relations bilatérales entre nos deux pays. C'était pour moi d'ailleurs un très grand plaisir que de retrouver Theresa May, pour laquelle j'ai une grande estime, une grande considération, qui a été une collègue lorsque nous étions ensemble ministres de l'Intérieur et que nous avions à faire face à des sujets complexes qui appelaient parfois des combats au sein de l'Union européenne. Je veux parler de la lutte contre le terrorisme, de la protection des frontières extérieures de l'Union européenne ou de la résolution de sujets migratoires qui ont longtemps été pendants entre nos deux pays et qui appelaient de la part de nos deux pays de l'action, de la concertation et des solutions communes. Je pense notamment à la situation qui prévalait à Calais. J'ai aussi conscience que je vous retrouve toutes et toutes dans un contexte particulier qui est celui du choix fait par les citoyens britanniques de reconsidérer leurs relations avec l'Union européenne au terme du Brexit. Et j'imagine, je sais, avec la ministre Axel Lemaire, à quel point cette décision a pu constituer pour beaucoup d'entre vous qui vivez depuis très longtemps à Londres ou au Royaume-Uni et qui êtes attachés à la communauté de vision ou de projets que nous avions au sein de l'Union européenne avec les citoyens britanniques. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cet événement a constitué un sujet d'interrogation, peut-être même parfois un choc, et en tous les cas souvent une raison d'inquiétude. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée d'être avec vous tous ce soir pour vous dire que cette échéance qui se présente à nous, qui fera l'objet, à n'en pas douter, de négociations longues et peut-être difficiles, ne fait pas partie des sujets que nous ne sommes pas capables, en convoquant notre intelligence, notre goût de la diplomatie, de surmonter ensemble. Il faudra pour cela, bien entendu, de la méthode et de la clarté. La méthode et la clarté, c'est que, à partir du moment où nos amis britanniques ont décidé de reconsidérer leurs relations de l'Union européenne en sortant, leur choix doit être respecté. Nous ne pouvons pas nous comporter vis-à-vis des Britanniques comme si la première des manifestations après ce choix de la part de l'Union européenne devait être de punir les Britanniques pour le choix qu'ils ont fait. Ce ne serait pas respectueux de l'exercice démocratique duquel ils sortent et ce ne serait pas non plus de bon augure pour la suite de nos relations. Mais en même temps, nous devons être dans une méthode faite de clarté, de pragmatisme et de franchise dans la relation avec les autorités britanniques. C'est d'ailleurs ce que nous nous sommes dit avec Theresa May dans l'après-midi alors que nous abordions cette question. La franchise, c'est quoi? C'est que dès lors qu'il a été décidé par les Britanniques de sortir de l'Union européenne, il faut commencer par acter cette sortie et en définir les termes. Et puis c'est dans un second temps, après que les conditions de la sortie auront été définies, que nous pourrons définir avec les Britanniques les modalités de nos relations nouvelles, sur de multiples sujets. La question du commerce, la question des barrières douanières, la question des échanges économiques et la question, bien entendu, du sort qui sera réservé, des conditions qui seront faites à nos ressortissants de part et d'autre du Channel. Et d'ailleurs, le fait que nous voulions faire franchement et bien sur le premier sujet, c'est-à-dire la négociation de la sortie, et la condition de bien traiter la suite. Et en même temps, ce n'est pas parce que nous voulons être francs et aboutir sur les conditions de la sortie que nous devons nous dispenser pragmatiquement, dès à présent, de faire la liste des sujets que nous aurons à traiter et de traiter ces sujets avec le plus grand pragmatisme dans la relation bilatérale, sans acrimonie, avec la volonté d'aboutir dès à présent. Et ma conviction profonde, à la fois d'Européens et d'Européens amoureux de la Grande-Bretagne, c'est que nous avons suffisamment d'intérêts en commun
pour que je sois convaincu que sur les sujets essentiels qui sont ceux de vos préoccupations, et notamment des conditions de résidence des uns dans le pays des autres, nous puissions aboutir positivement, parce que deviendraient nos pays si nous n'avions pas conscience de l'extraordinaire atout que constitue pour chacun d'entre nous la présence de ressortissants d'autres pays sur notre propre territoire qui investissent, qui innovent, qui créent les conditions de la création de laboratoires de recherche, de transfert de technologies, de création d'entreprises innovantes, d'échanges culturels, et on sait à quel point ils sont denses entre la France et la Grande-Bretagne. Et comme il y a ici des acteurs économiques, des acteurs culturels, des acteurs institutionnels, des chercheurs, des intellectuels, des entrepreneurs, je veux leur dire que le Brexit ne signifie pas et ne peut pas signifier la fin de l'apport de tout ce que l'intelligence humaine a pu sédimenter dans nos pays respectifs et qui fait la richesse de la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et donc, je comprends vos interrogations, je comprends que la lucidité qui est la vôtre quant aux conditions de la négociation qui se présente à nous puisse inquiéter ou susciter des interrogations, mais ce que je veux vous dire, c'est que, en même temps, tout ce que nous avons déjà fait ensemble et toute la passion que vous mettez lorsque vous êtes ici à développer vos activités n'a pas vocation à se tarir, et que toute cette richesse, toute cette force nous permettra demain de réussir ensemble l'épreuve qui se présente à nous. En tous les cas, nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. Le deuxième objectif dont je voudrais vous parler, je suis désolé, Madame l'ambassadeur, de susciter une telle réaction par mes propos, compte tenu du rôle éminent qui est le vôtre ici. Mais si j'avais su, je m'y serais pris autrement. Je peux poursuivre? Je suis pas gentil avec l'ambassadeur, parce que en faisant cela, je fais peser sur elle une pression qui est de nature à la conduire à prendre un deuxième verre d'eau, puis un troisième verre d'eau. Ce qui, dans une réception à l'ambassade de France, n'est pas la meilleure manière d'être festif. Et je voudrais d'ailleurs vous rassurer, il y a dans la deuxième partie de cette cérémonie, c'est-à-dire dans la deuxième partie qui est la plus festive, beaucoup plus agréable que mon discours, un moment où vous n'aurez pas à boire de verre d'eau. Je vous m'y engage, j'ai vu ce qui était préparé par Madame l'ambassadeur, et c'est vraiment tout à fait bien. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, je le disais à l'instant avec Axel, au chef d'entreprise qui avait eu la gentillesse de se mettre autour de la table pour un échange entre nous, c'est que le pays dont vous êtes les représentants ici à Londres et au Royaume-Uni est un pays qui, malgré le sport national qui consiste souvent à se laisser aller au charme de l'autodénigrement, a beaucoup changé au cours des dernières années, qui a connu des évolutions positives. Je voudrais prendre quelques exemples sans vous assommer sous les chiffres, même si j'ai pour les chiffres un certain intérêt, parce qu'au moins ils révèlent une réalité. Et dans la période post-factuelle dans laquelle nous nous trouvons, convoquer les chiffres pour évoquer la réalité n'est pas un exercice inintéressant. Mais constatez que nous avons fait beaucoup d'efforts pour consentir aux entreprises des conditions de création d'un écosystème pour elles plus favorable à travers le pacte de responsabilité, qui aura malgré tout consenti 40 milliards d'allègements de charges sous de multiples formes au bénéfice des entreprises, que cela aura contribué à reconstituer les marges des entreprises de près de 2 points. Ces marges, aujourd'hui, sont équivalentes à celles qu'étaient les marges des entreprises françaises avant la crise de 2008, que la reconstitution des marges aura permis de relancer l'investissement, et notamment l'investissement industriel, au point qu'il est aujourd'hui de 3,4% pour l'année 2016, alors qu'il était 3 fois inférieur il y a 2 ans. Lorsque l'on voit que l'an dernier, en 2016, 1 milliard d'euros auront été investis dans les entreprises les plus innovantes en France, et notamment les start-up, ce qui représente 16% de l'investissement européen, je parle sous le contrôle d'Axel, ce qui n'est pas rien. Lorsque l'on constate qu'il y a une relance aujourd'hui de l'activité dans le bâtiment, qu'au cours des 18 derniers mois, nous aurons recréé près de 200 000 emplois industriels et dans le secteur des services, alors que beaucoup en avaient été détruits pour des raisons qui tenaient à la crise, on constate que si nous ne sommes pas au terme de
de l'œuvre de redressement de notre appareil productif, nous l'avons entamé résolument en prenant des mesures, et nous évoquions à l'instant avec certains d'entre vous les mesures qui ont été prises notamment par le ministère d'Axel pour favoriser l'amorçage et la création des entreprises les plus innovantes. On regrettait que ces dispositifs n'aient pas été aussi loin que le souhaitait la ministre, mais enfin, ils ont été beaucoup plus loin qu'ils n'avaient jamais été, puisqu'avant, tout simplement, ils n'existaient pas. Voilà. Donc, beaucoup de choses ont été faites. Et je vous le dis parce que ce qui m'aura beaucoup frappé dans l'expérience ministérielle qui aura été la mienne, c'est que parfois, pour des raisons qui tiennent à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, ou pour des raisons qui tiennent à l'image de nous-mêmes qui est véhiculée par les images d'Épinal, mais les images d'Épinal ne sont pas les seules images qu'on doit convoquer lorsque l'on veut valoriser les atouts de son pays, il nous arrive d'être dans un propos toujours lancinant et parfois déprimant sur ce que nous sommes, alors que nous avons tout intérêt ensemble, y compris lorsque nous sommes à l'extérieur, à donner de notre pays une image qui corresponde, en convoquant les faits, le plus possible à ce que sont ses atouts, à ce que sont ses ambitions et à ce qu'est sa volonté de progression et de développement. Donc, vraiment, je vous invite, et vous le faites, et je vous en sais gré, là où vous êtes en fonction, à donner de l'image de la France une image qui soit la plus attractive possible, qui soit la plus forte possible, dans un contexte où nous avons besoin de faire aimer notre pays, dans un contexte où il est de notre devoir de le faire aimer davantage pour renforcer encore ses atouts et pour renforcer encore son attractivité. Je dois aussi vous dire que dans les fonctions précédentes qui ont été les miennes, et notamment celle de ministre de l'Intérieur, lorsque nous étions frappés durement par le terrorisme et que nous nous retrouvions à Paris dans le rassemblement pour dire que nous demeurions debout et pour dire notre attachement aux valeurs de solidarité, de laïcité, de fraternité, de tolérance, qui sont celles de la République française, mais qui sont celles aussi de tous les pays libres, nous éprouvions aussi une grande fierté collective à voir des représentants du monde entier venir à Paris célébrer ce qu'est la France dans les valeurs universelles et multiséculaires qu'elle a appris à partager avec les peuples du monde. Et dans ces moments-là, qui étaient des moments de tragédie, nous avons eu la fierté de nous-mêmes. Nous avons eu la fierté de nous-mêmes, non pas pour nous-mêmes seulement, mais en partage avec ceux qui étaient venus nous soutenir au moment où nous étions dans l'épreuve. Eh bien, cette fierté, il ne faut pas simplement l'avoir dans l'épreuve. Il faut l'avoir à chaque instant par amour de ce qu'est notre pays et de ce qu'est notre nation dans le temps long de l'histoire. Et que nous puissions, lorsque c'est difficile, nous donner envie d'avoir la force de surmonter les difficultés pour être plus fort, pour être plus attractif, pour donner de nous-mêmes un visage qui donne envie de la France. Et vous êtes chacun d'entre vous, nos ambassadeurs. Enfin, le troisième point sur lequel je veux beaucoup insister, parce qu'il me tient également à cœur, c'est sur le fait que, en dépit des épreuves que traverse l'Europe, le message et le projet européen est d'une nécessité absolue dans le contexte particulier où nous nous trouvons. Bien entendu que l'Europe est menacée par les populismes, et nous l'évoquions aussi avec la Première ministre tout à l'heure, lorsque nous convoquions la relation transatlantique, lorsque nous parlions des risques de montée du populisme en Europe et de ce que cela peut représenter comme danger de dislocation du projet européen. Mais là aussi, disons les choses en convoquant les faits. S'il n'y avait pas eu Erasmus, est-ce qu'il y aurait eu cet enthousiasme d'étudiants européens pour l'Europe elle-même et la possibilité offerte à chacune et à chacun d'entre eux qui s'inscrivaient dans ce projet de découvrir d'autres universités, de partager des programmes de recherche européens associant des universités issues de multiples pays? S'il n'y avait pas l'Europe, est-ce que nous serions aujourd'hui en train de discuter ensemble d'un socle européen des droits sociaux destiné à protéger dans l'économie de marché un modèle de développement économique et social auquel nous tenons? S'il n'y avait pas l'Europe, est-ce que nous serions en situation aujourd'hui de protéger le continent européen contre le terrorisme? Si nous n'avions pas décidé de mettre en place un PNR européen, si nous n'avions pas décidé de faire monter en puissance
l'agence de garde-côtes et de garde-frontières Frontex pour assurer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, si nous n'avions pas le système d'information Schengen pour échanger entre nous des informations concernant ceux qui peuvent nous frapper parce qu'ils sont engagés dans des activités à caractère terroriste, si nous n'avions pas fait tout cela, si nous n'avions pas tous ces outils, si nous n'étions pas engagés ensemble dans des actions communes pour faire en sorte que les processus de déradicalisation de ceux qui se sont engagés dans l'islamisme radical soient plus efficaces, est-ce que nous serions en situation de protéger le continent européen du risque terroriste qui se présente à lui et qui nous a si durement frappés? Donc l'Europe, c'est un ensemble de projets, c'est un ensemble de protections, c'est une ambition que nous avons en commun. Et même si parfois il peut y avoir des obstacles, des moments, des pauses, nous devons rester, nous, Français, parce que nous savons la dimension tragique de l'histoire. Nous savons pourquoi nous avons décidé de créer l'Union européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ardemment attachés à ces principes, à ces valeurs. Et lorsqu'il y a des moments historiques qui impliquent qu'on mette sa foi européenne sur le métier 2 fois plus qu'à l'accoutumée, il faut là aussi trouver en nous-mêmes la force de le faire. Enfin, vous êtes ici dans un pays absolument formidable, de par sa culture, de par son art de vivre, de par son art des jardins, de par ses paysages, de par la forme d'humour qu'autorisent les textes littéraires les plus sophistiqués. Je pense à ces très beaux romans de Nancy Mitford, je pense à la relation extraordinaire qu'elle a pu avoir avec des courants littéraires français dans lesquels on retrouvait Violette Dreyfusis et des auteurs qui appartenaient à un même mouvement, à un même siècle, qui se parlaient, qui inventaient, qui innovaient, qui créaient. Et la relation entre nos deux pays, c'est aussi cette richesse culturelle, c'est cette intensité de relation, malgré ce qui a pu nous séparer dans l'histoire et malgré les obstacles de la géographie. Et pour moi, qui suis un élu de la Normandie, et d'une ville qui fait face à la Grande-Bretagne, avec une liaison transmanche constante qui permet d'être non loin de la côte sud de l'Angleterre, je savoure à Londres le bonheur quotidien qui est le vôtre d'être ici. Et je vous encourage, là où vous êtes, dans cette ville extraordinaire, où vous faites le meilleur, où vous déployez les uns et les autres vos talents, à donner de la France, que nous aimons ensemble, la meilleure image, à être tel qu'en vous-même, entreprenant, imaginatif, innovant. Et comme vous êtes tous là à la fois, que je le sens, que je le sais, je vous invite maintenant à venir partager un verre qui n'est pas d'eau, puisque je constate que malgré l'épreuve du Brexit, aucun d'entre vous, à part l'ambassadeur, ne s'est mis à tousser. Vive Londres, vive la relation franco-britannique, vive la République, vive la France, et merci à toutes et toutes pour ce que vous faites ici, souvent au nom de notre pays, pour ses valeurs, pour son rayonnement et pour la relation franco-britannique.